Donc très, très bien. Déjà, bonjour, à tous et à toutes dans cette, 2e itération en fait de webinaire organisé par Sequeira. Sont très ravis en fait de pouvoir, échanger, notamment sur des thématiques, cyber, d'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à une thématique qui est très, très importante du point de vue, détection, surtout détection des menaces. Et là, en l'occurrence, on va parler de la détection en fait, des abus logiques, de l'exploitation de vulnérabilités au niveau des applications. Donc, avant de voilà, de rentrer dans le sujet, en fait, l'idée de traiter ces thématiques, est venue, suite à un constat, qui est de plus en plus, présent, ça va en fait, à l'issue des voilà, des audits, qu'on mène, mais aussi à travers les différentes discussions qu'on a avec nos partenaires. La problématique, il porte principalement sur la difficulté, qu'on éprouve dans tout ce qui est, instrumentalisation des applications pour pouvoir détecter des menaces cyber. Et là, bien évidemment, on parle, de menaces qui sont liées à l'exploitation en fait de vulnérabilités logiques au niveau des applications. Donc, au niveau en fait de ce webinaire, on va essayer de parcourir, différents sujets. Donc, on peut afficher le sommaire pour que vous ayez un peu une idée des différents, heu, points en fait qui seront traités. Donc en l'occurrence, on commencera par une introduction, aux failles, de logique métier ou de failles de processus au niveau des applications, donner un peu de contexte et aussi les enjeux liés à ce type de vulnérabilité, que ça soit de point de vue prévention, mais aussi de point de vue détection. Parler un petit peu des limitations, des approches, traditionnelles en quelque sorte, en matière de détection. Donc à savoir, au niveau des SOC, qui sont chargés en fait de la surveillance des environnements. Quelles sont un peu les limitations à ce niveau? Et là, en l'occurrence, Tarek, peut-être pourra nous donner une visibilité là-dessus. On parlera aussi d'un point un peu stratégique, en matière, de voilà, de détection de menaces. C'est un point qui est centré sur la modélisation de menaces, sur la modélisation des activités de l'attaquant et non pas en fait une vision uniquement limitée au traitement ou la détection de vulnérabilité. Et bien sûr, on sera en mesure de donner une visibilité sur une méthodologie, qui était déjà mise en place, au niveau de certains environnements et qui pourrait, constituer une bonne base, de début pour les voilà, pour les personnes en fait qui souhaitent un peu initier ce sujet. Donc, commençons déjà par les failles logiques. Si on parle de failles logiques, il est très, très important pour qu'on puisse, faire un peu la distinction. On n'est pas là en train de discuter en fait, de failles, qui pourraient en fait avoir comme origine, une mauvaise pratique de développement liée à tout ce qui est contrôle de sécurité classique en matière d'authentification, en matière de gestion d'entrée utilisateur. On est plutôt en fait sur une catégorie de vulnérabilité qui est de plus en plus, présente au niveau des applications. Depuis d'ailleurs le début de digitalisation en fait des process métiers, on voit toujours en fait qu'on a des problématiques liées, à certains mauvais contrôles ou des usages un peu détournés, des règles métiers prévues par l'application. Donc c'est des failles en fait, qui sont difficilement, détectables, bien sûr en ayant une approche qui consiste juste à chercher des patterns de vulnérabilité. C'est des failles qui nécessitent quand même une compréhension très approfondie de l'application, de la use case métier détecté et aussi de point de vue prévention, c'est parmi les vulnérabilités les plus difficiles à prévenir. Donc, si on compare en fait ces vulnérabilités par rapport à d'autres vulnérabilités un peu qui ont un pattern visible comme des XSS, comme des injections SQL, comme, l'ensemble des vulnérabilités un peu qui résultent d'une mauvaise gestion des entrées utilisateurs. Ces vulnérabilités logiques ont la caractéristique d'être très difficiles à adresser déjà par le développeur, mais aussi même de point de vue pentester, c'est ou personne en fait qui audite les applications, ça présente aussi des challenges de détection et d'identification. Heu,
aussi pour donner un peu une idée en fait de certaines typologies de failles, pour qu'on puisse un peu cadrer la discussion. On peut évoquer certains exemples au niveau de failles en fait qui voilà, ont une caractéristique un peu logique en matière de voilà, d'exploitation. Donc le premier exemple, il est lié par exemple si on est sur une application e-commerce, un cas souvent fréquent, c'est l'annulation de commande après livraison. Bien évidemment, si on dresse le pattern d'exploitation de cette vulnérabilité, vous pouvez être d'accord avec moi qu'il n'y a pas un pattern qui est lié voilà, à une exploitation visible d'un input ou d'un champ utilisateur ou d'une fonctionnalité. C'est tout simplement une opération d'annulation. Donc, de point de vue application, il est tout à fait légitime de pouvoir annuler une application. Il est tout à fait légitime d'invoquer cette fonctionnalité d'annulation. Par contre, il y a en fait un risque si cette annulation est effectuée de manière malveillante. Maintenant, pour un peu montrer un peu la difficulté, que ce soit du point de vue prévention ou détection, de point de vue prévention, bah, en fait, ça nécessite à ce que le développeur lui-même ait une compréhension claire en fait de cette use case malveillante, de cette evil story, que en fait, il n'est pas possible, notamment, d'annuler une commande après livraison. Et aussi, de point de vue détection, ça nécessite un travail colossal en matière en fait d'instrumentalisation de l'application pour pouvoir générer la télémétrie nécessaire qui permettra éventuellement une réponse adéquate, une détection d'ailleurs, et une réponse adéquate face à une telle exploitation. Donc, un deuxième exemple, ça concerne par exemple la réutilisation d'un coupon de réduction, toujours au niveau d'un site e-commerce, qui par exemple génère un code promo à usage unique. C'est quelque chose en fait qu'on a souvent, voilà, qu'on rencontre très souvent en fait au niveau des applications e-commerce. Et dans ce cas, le scénario malveillant, ça serait de réutiliser ce même code plusieurs fois en manipulant des entêtes ou des requêtes HTTP. Maintenant, il faut aussi pointer le fait que, bien évidemment ici, on parle la discussion elle est centrée sur la détection. On peut bien passer du temps à discuter de la modélisation ou de la bonne implémentation des matrices d'habilitation, de la bonne implémentation des use cases, mais notre challenge ici, c'est de dire, bah, au moins en fait, si je ne suis pas capable de garantir la prévention complète de ce type de vulnérabilité, qu'est-ce que je peux prévoir comme mesure de détection? Et là, en l'occurrence, je pense, un état des lieux, il est important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, au niveau de l'ensemble des organisations, la surface d'attaque web, il est en constante augmentation. On a plein d'applications qui actuellement présentent des fonctionnalités très riches, qui exposent des logiques métiers très complexes à l'extérieur souvent. Les applications, ils sont de plus en plus pardon, riches et complexes avec des couches API qui viennent se greffer au niveau de socles applicatifs souvent dans certains cas obsolètes. Et bien sûr, la logique métier pour pouvoir adresser différentes demandes du métier, il devient aussi exposé à l'utilisateur final. Et bien évidemment, un point très important, c'est que presque la moitié des failles critiques sont désormais des failles logiques. Avec tous les avancées qu'on a en matière de sécurisation by design des frameworks de développement pour traiter les vulnérabilités classiques que j'ai citées tout à l'heure, il en reste une grande partie en fait des vulnérabilités qui sont logiques et qui nécessitent malheureusement un travail sur la prévention, tout ce qui est sensibilisation du développeur, tout ce qui est modélisation de menaces, mais aussi un travail de détection. Et là, en l'occurrence, Effectivement, je céderai la parole à Tarek pour justement, nous éclaircir un petit peu. Ouais. contrairement aux protocoles standards comme du RDP ou du SSH qui sont faciles à prédire et faciles à sécuriser, bah, généralement, au niveau des applications web, il y a rien de standard. Et donc, les fonctionnalités de logique métier sont complexes et sont compliquées à prédire. Et donc, c'est ce qui crée en fait une grosse surface d'attaque. Et donc, en fait, ça, c'est ce qui nous ramène vers un déséquilibre, en fait, entre la détection et la protection, car généralement, au niveau des applications web et par rapport au périmètre externe en général, c'est un périmètre qui était toujours adressé par la protection.
Donc c'est une stratégie en fait qui est toujours basée sur la protection pour adresser les menaces externes, contrairement à la manière avec laquelle on adresse les menaces internes. Là, on s'intéresse beaucoup à la détection, souvent axée sur l'aspect périmètre. Et donc, en fait, ça crée un déséquilibre entre les attaquants et les défenseurs. Car au final, théoriquement, les attaquants ont tout leur temps pour identifier une faille sur une application web. Par contre, le défenseur, il est censé à chaque fois prédire ce scénario et mettre en place, s'assurer qu'il a mis en place des mesures de protection adéquates. S'ajoute à cela en fait l'inefficacité des solutions standards face à ce type de faille, quand par exemple si on prend l'exemple des solutions WAF qui sont certes très efficaces contre les failles techniques, comme les failles type injection, mais qui sont aveugles face aux abus de logique métier. Il y a également les scanners de vulnérabilité qui sont pas très doués pour identifier les failles de logique métier, contrairement à l'identification des failles classiques de type les failles techniques, type injection ou des failles d'obsolescence, en plus de leur taux de faux positif qui est élevé. Et donc là, en fait, si on veut illustrer un peu la problématique, donc là, prendre un exemple d'une application web avec plusieurs fonctionnalités. Et là, l'attaquant a théoriquement tout son temps pour parcourir toutes les fonctionnalités de l'application jusqu'à ce qu'il arrive à identifier une fonctionnalité qui a été non sécurisée, qu'on a oublié de sécuriser. Donc c'est ce qui crée en fait un déséquilibre entre les attaquants et les défenseurs. Et donc c'est d'où la nécessité d'une détection spécifique, car d'ailleurs en fait la détection spécifique émane du fait qu'il est presque impossible en fait d'avoir une protection parfaite. Car au final, si on pouvait prévoir tous les scénarios malveillants, dans ce cas, on n'aura besoin que de la détection, que de la protection. On n'aura pas, on n'aura pas, on n'aura pas besoin en fait de mettre en place des mesures de détection pour compléter les mesures de protection. Sauf que c'est pas le cas car la complexité en fait des applications modernes crée un espace d'attaque qui est presque infini. Et s'ajoute à cela en fait l'innovation continue des attaquants pour trouver toujours des vecteurs pour contourner les défenses. Et du coup, la Tarek, en fait, en matière en fait de surface d'attaque, tu es d'accord avec moi, en fait, on n'est pas souvent en fait sur des vecteurs d'attaque très très complexes à mettre en œuvre au niveau de la couche applicative. Donc, il suffit, par exemple, on donnerait l'exemple des failles souvent rencontrées, notamment les failles de téléchargement en masse en fait de documents, qui certes pourraient être détectées par des solutions de type prévention DLP de ou filtration de données, mais le fait de télécharger un document, on peut le dire comme ça, c'est tout à fait normal au niveau d'une application. c'est ça la problématique, c'est que pour ce genre de faille, si on n'a pas déjà modélisé en fait l'exploitation de cette faille et on l'a considéré comme étant un événement malveillant ou bien au moins suspicieux, les solutions classiques en fait par défaut ne seront pas en mesure de détecter en fait ces cas d'exploitation. Parce que d'un point de vue technique, on ne sait pas si le téléchargement massif de toutes les données est malveillant ou pas. Ça dépend de chaque contexte. Il y a des contextes où le téléchargement massif de données est tout à fait légitime. Et donc, euh, c'est la raison en fait d'avoir en fait une détection qui est spécifique, qui est personnalisée sur le modèle de menace. D'accord. J'ai juste une question avant qu'on puisse démarrer ça. En fait, c'est surtout intéressant pour les différentes personnes en fait, qui sont présentes avec nous, d'avoir aussi une idée sur l'existant. Qu'est-ce qu'on observe actuellement dans les environnements SOC chez les entreprises? Est-ce que cette couche applicative est souvent en fait d'une priorité importante au niveau de la couverture SOC ou on le voit quand même dépriorisé dans certains cas? Et si c'est dépriorisé, c'est pour quelles raisons en fait? Pourquoi actuellement on a peu voilà, de travail au niveau de volets d'ingénierie de détection pour adresser ces volets, sachant qu'on investit très 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 bien sur tout ce qui est ingénierie de détection sur le volet système, le volet infra.
Est-ce que tu peux nous Effectivement, donner un c'est que peu une vision? déjà, généralement, quand on parle SOC, dans la plupart des cas, le SOC s'occupe de la supervision du périmètre interne, de l'environnement Active Directory, de la partie identité. On peut ajouter à cela la détection de failles applicatives, mais dans ce cas, on reste très limité en fait aux failles techniques, moyennant les alertes qui proviennent par exemple d'un WAF. Donc on peut avoir un WAF qui protège nos applications contre les failles applicatives et on peut choisir de traiter les alertes de ce WAF. Sauf que le traitement des alertes des WAF, c'est pas toujours efficace et pertinent, car même si on a un WAF qui ne génère pas de faux positifs, les alertes déclenchées par le WAF sont pas toujours actionnables. Et là, en fait, dans le SOC, on parle de l'actionnabilité des alertes, car prenons l'exemple, par exemple, d'une application protégée par un WAF, et là, le WAF nous remonte une alerte comme quoi une tentative d'injection SQL a été bloquée. Ok, mais on n'a rien à faire. C'est pas une alerte qui est actionnable, c'est bien. Et donc là, comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est que les WAF, certes, ils sont efficaces contre les failles, contre l'exploitation des failles qui sont connues, mais pour détecter des failles de logique métier, en fait, il faut faire en sorte à ce que l'application elle-même reconnaît ce genre d'abus et génère des événements d'alerte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir en détail par la suite. Et donc là, en fait, d'abord, il faut commencer par une approche pour traiter les applications web et les failles de logique métier. C'est déjà de ne plus se focaliser que sur l'identification des vulnérabilités, mais chercher également à chasser l'attaquant. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait une double stratégie gagnante. C'est que d'abord, on va commencer par implémenter des mesures de protection, des scénarios identifiés, comme le fait tout le monde pour mettre en place des mesures de protection. Et dans le moment où on va mettre en place des mesures de protection, on va en profiter pour mettre également en place des mesures de détection qui vont nous permettre en fait non seulement de bloquer et d'empêcher des tentatives d'exploitation de failles de logique métier, mais également d'identifier les profils attaquants. Et une fois un profil attaquant a été identifié, en fait, on va pouvoir prendre des mesures de remédiation contre cet attaquant, soit en désactivant son compte ou en bloquant son adresse IP. Et de cette manière, on va empêcher l'exploitation de vulnérabilités qui ne sont pas encore identifiées et qui ne sont pas encore connues. D'accord. Et Donc là, si tu permets Tarek, on parle bien en fait d'un travail en amont, au niveau, disons de la phase de conception de l'application, mais aussi c'est un travail qui peut être mené pour une application qui est déjà là, qui est déjà en production. C'est bien ça? oui, oui, de toute façon, en fait, pour ça, en fait, ça nécessite la collaboration en fait des équipes métiers, des équipes de dev, ainsi que les équipes de sécurité. Et après, on va voir après en détail comment on peut mettre en place ces mesures de détection. Et donc, dans l'idéal, en fait, ces mesures de détection doivent être considérées le moment où on est en train de mettre en place des mesures de protection. Et donc, en fait, les challenges de cette approche, c'est qu'il n'y a pas de solution standard pour toutes les applications web, car c'est spécifique à chaque modèle de menace, à chaque application métier. Ça nécessite en fait une connaissance du contexte métier chez les développeurs. Ça nécessite une coordination entre les équipes de dev, métier et sécurité. Et en plus de ça, en fait, il faut savoir ajuster les seuils pour classer en fait les comportements entre légitimes ou pas légitimes, afin de ne pas avoir beaucoup de faux positifs. Et donc là, concrètement, en fait, on peut schématiser ça dans une démarche en fait en 6 étapes. D'abord, on va, comme d'habitude, commencer par la modélisation de menaces et l'élaboration des EV stories. D'ailleurs, cette étape-là euh, est déjà nécessaire, même si on veut se contenter que de la protection. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait pour mettre en place des mesures de protection des contrôles d'accès. Et là, on va en profiter en fait
dans le moment où on va mettre en place des mesures de protection pour implémenter également des mesures de détection. Au final, on va demander aux développeurs de générer en fait des événements qui indiquent en fait l'abus des mécanismes de contrôle d'accès. Et ces événements-là, en fait, doivent être assez riches et bien structurés pour permettre en fait de tracer l'attaquant et idéalement en fait tracer toutes les opérations en fait qui ont été faites par l'attaquant sur cette application. Et donc cet événement-là doit comporter l'adresse IP de l'attaquant ou bien de l'utilisateur, un identifiant de session, un compte utilisateur. Et donc ces événements-là, on va les récupérer et les mettre dans un SIEM sur lesquels on va venir appliquer des règles de détection. Et ces règles de détection peuvent être des règles de type agrégation, genre comme quoi si un utilisateur ou bien une adresse IP a tenté de contourner une mesure de protection 2 fois ou 3 fois, on peut avoir des seuils qui sont ajustables selon le contexte de chaque application. Ben, dans ce cas, on peut se dire que ça, c'est pas un utilisateur qui a un usage normal, ça c'est un utilisateur qui cherche à exploiter des failles sur notre application. Et donc, on va alors pouvoir envisager des mesures de remédiation contre cet utilisateur. On peut choisir de bloquer son adresse IP temporairement, définitivement, on peut désactiver son compte, on peut annuler toutes ces opérations. Et donc, de cette manière, en plus de protéger des fonctionnalités qui sont connues, on va pouvoir quand même identifier l'attaquant et l'empêcher en fait de poursuivre sa recherche de failles, car théoriquement, si l'attaquant en fait, n'est pas bloqué, il n'est pas dissuadé, il a tout son temps pour identifier en fait une faille qui n'est pas encore connue. D'accord. Et donc, Donc donc là, évidemment, en fait, on est vraiment sur un projet, si on considère une organisation qui actuellement pense à introduire ou à élargir son champ de supervision vers une application critique, par exemple, c'est un travail qui doit prévoir une collaboration à la fois du métier, également du développeur et également des ingénieurs de détection. Maintenant, je peux comprendre le travail qui sera considéré par les équipes de détection en travaillant en fait sur une télémétrie applicative qui est générée. Maintenant, qu'en est-il pour la complexité pour le développeur? Parce que souvent, il est très important qu'on puisse aussi s'aligner sur la complexité qui sera induite pour le développeur, qui est là en train de, avec déjà généralement une backlog très très importante de features. Comment on peut faciliter en quelque sorte de point de vue développeur ce travail d'instrumentalisation de l'application? Comment le rendre assez simple, assez compréhensible, sachant que dans la majorité des cas, en fait, le développeur, il peut ne pas avoir une visibilité complète sur le scénario de menace. Donc, est-ce qu'on va vraiment travailler en amont en tant que, par exemple, expert sécurité avec le métier, on va élaborer des briques de use case et on va les soumettre aux développeurs pour implémentation, ou le développeur, il sera éventuellement intégré dès les premières phases de discussion, et cetera. Parce que tu es d'accord avec moi, c'est que certes, c'est très intéressant, mais aussi il faut penser à la façon de faire et à la flexibilité pour l'organisation. On est bien d'accord? effectivement, en fait, là, ça dépend de la phase du projet dans laquelle on souhaite introduire ces mesures de détection. Après, on peut toujours avoir ce qu'on appelle un security champion qui va accompagner les développeurs et les aider à identifier les scénarios de menace et les EV stories. Après, il y a un autre cas de figure dans lequel on va supposer que certaines mesures de protection sont déjà mises en place. Et dans ce cas, en fait, on va juste demander aux développeurs euh, d'aller dans les endroits où il y a ces mesures de contrôle d'accès, d'ajouter une ligne pour journaliser un abus de contrôle d'accès. Donc, ça va rien changer en fait au niveau de la conception des modèles d'accès. En fait, on va juste demander à développeurs d'être très verbeux sur les fonctionnalités de contrôle d'accès. Générer des événements d'access denied
D'ailleurs, c'est le cas déjà en fait quand ils implémentent des mesures de protection, d'autorisation. Bah, ils génèrent des événements d'access denied quand l'utilisateur tente d'accéder à une ressource pour laquelle il n'est pas autorisé. Et en fait, là, dans ce cas, tout ce qu'on va demander aux développeurs, c'est de journaliser cet événement. Ensuite, on va prendre ces événements-là et les mettre en place dans un SIEM pour implémenter des logiques de détection pour détecter en fait des profils utilisateurs avec un certain nombre de tentatives d'abus et qu'on va considérer comme des profils d'acteurs malveillants. Et donc en fait, au Malveillant. final, ça dépend de la complexité de l'application et ça dépend aussi de quelle phase en fait on veut introduire ces mesures de détection. Ouais, je pense en fait, comme tu l'as dit précédemment, c'est que ce travail-là de modélisation de menaces, il est indépendant du chantier détection. C'est un travail qui doit Exactement. être fait pour toute application moderne et du coup, la phase idéale éventuellement, c'est la phase en fait de conception. Bien sûr, modulo quelques ajustements au niveau des sprints, où tu as mentionné par exemple la présence d'un security champion qui sera là, pour pointer des scénarios additionnels d'abus. Maintenant, Tarek, en fait, de ce que tu vois actuellement sur le volet ingénierie détection, est-ce que l'ingénierie détection sur des logs ou des sources de logs applicatifs présente des challenges, disons, plus importantes que ce que vous faites déjà, par exemple, sur tout ce qui est ingénierie détection spécifique à certaines télémétries, systèmes ou infra? Et effectivement, car en fait, contrairement aux logs système qui sont très riches, faciles à exploiter, bah, les logs des applications web sont dans la plupart des cas pas très verbeux, n'apportent pas beaucoup d'informations. Généralement, on peut se limiter aux logs access et erreurs qui sont générés par défaut par, par les serveurs web et qui reposent plusieurs limitations dans leur exploitation pour la détection de failles de logique métier. Ça d'une part, il y a également des problèmes de structure, dans la structure des logs qui sont générés par les applications, car au final, ce sont des logs qui ont, dans la plupart des cas, sont générés pour aider le développeur pour faire du troubleshooting au cas de bug, mais qui n'ont pas été conçus pour détecter des abus malveillants. Et donc, d'où en fait la nécessité de travailler sur la structure des événements qui seront générés par, euh, par l'application. Au final, ça ressemble en fait aux logs d'audit qui sont générés par les applications dans lesquelles on essaie de journaliser et de tracer les opérations qu'un utilisateur a effectuées sur une application. Et effectivement, en fait, c'est parmi les problèmes qu'on a rencontrés avec certains de nos clients pour l'implémentation de ces mesures de détection, c'est l'inexploitabilité des logs qui sont générés par, euh, par, euh, par l'application. Soit ils sont générés d'un format non parsable, imprévisible, ou bien il ne contient pas assez d'informations pour créer des use cases de détection adéquats. D'accord. Donc là, ce que je comprends, c'est que c'est pas quelque chose si je me positionne dans la situation, en fait, d'un chef de projet, qui est en charge, en fait, d'un projet de développement d'une application et qui souhaite, en fait, rajouter cette brique de modélisation ou d'instrumentalisation de l'application, c'est pas un travail en séparé. C'est-à-dire, je vais pas laisser les développeurs leur dire: «OK, je veux générer des logs» et je vais leur, voilà, les laisser travailler dans leur coin en attendant la fin de la livraison pour dire aux équipes SOC: «Voilà vos logs». Donc ça marche pas comme ça. C'est un travail, qui doit Oui, intégrer quand la même. sécurité, ouais. Oui, il faut quand même un minimum de spec qui sera partagé avec les développeurs dans lesquels on va spécifier en fait
comment les événements doivent être générés. Au final, il n'y a pas de formule secrète ou de règles strictes dans la manière de générer les logs. Il faut juste qu'un événement soit assez riche pour tracer une opération et l'associer à un utilisateur. Après, on peut l'associer à un utilisateur soit par son compte utilisateur, par son identifiant de session ou son adresse IP. Et donc, tout événement qui permet de tracer une opération peut être exploité dans un SIEM et utilisé pour détecter des abus de logique métier. D'accord. OK, je pense que potentiellement tu nous as préparé un exemple, concret. Bon, j'ai quelques questions en fait sur la partie, réaction, mais, je pense qu'on peut les laisser à la fin. Ouais, donc là en fait d'un exemple d'une heavy story en fait, quand on en monte limite, là on prend toujours l'exemple de notre application e-commerce bourrée de failles logique métier. Mais cette fois, en fait, prenons l'exemple d'un utilisateur malveillant qui essaie d'exploiter une faille de validation de quantité. Par exemple, au moment de passer la commande, il va intercepter la requête, augmenter la quantité en fait des produits qu'il a commandés sans agir sur le prix, pour garder en fait le même prix. Donc là, en fait, la mesure de protection classique qui est faite je pense actuellement euh, par tous les sites e-commerce, c'est d'avoir une double validation côté serveur pour s'assurer que la quantité est cohérente avec, euh, avec le prix total. Sauf que là, en plus de ça, on peut ajouter une couche de détection. C'est de journaliser en fait les cas où l'application détecte qu'il y a une incohérence entre le prix total et la quantité. Et ces événements-là, en fait, on va les consolider dans un SIEM pour détecter des cas d'utilisateurs malveillants en fait qui essayent d'abuser et de contourner les mesures de vérification et de remédiation. Et donc là, on peut avoir des seuils, par exemple, au-delà de 3 tentatives d'abus, on considère que ça, c'est un utilisateur qui est malveillant. Après, par rapport aux mesures de remédiation, ça dépend du contexte de chaque application, mais ce qu'on peut imaginer, grosso modo, c'est des mesures de remédiation qui vont empêcher l'attaquant de poursuivre ses actions malveillantes. Donc, on peut choisir de bloquer son adresse IP temporairement, on peut désactiver son compte, lui envoyer un message. Donc, ça dépend en fait de la conception métier de l'application. D'accord, d'accord. Et là, en fait, je pense l'exemple est très clair dans le contexte e-commerce. Qu'en est-il, par exemple, pour les failles un peu, moins complexes, notamment les failles de contrôle d'accès, qui consistent à lire, massivement, en fait, des données, qui potentiellement n'appartiennent pas à l'utilisateur. Donc dans l'exemple, d'un site, en fait, qui, présente des documents et qui permet à chaque utilisateur, à chaque entité, chaque contexte de sécurité, de consulter ou de générer des documents qui lui appartiennent. Comment on peut imaginer un peu ce travail dans le contexte de ce scénario, par exemple? D'accord, donc déjà, je vais supposer qu'il y a quand même certaines mesures de protection qui sont mises en place. Car là, on parle pas d'une absence de mesures de protection, mais on parle d'une protection imparfaite. Généralement, l'attaquant de nature, c'est quelqu'un qui cherche ce qu'on appelle les low hanging fruit. Il est opportun. Et donc certainement, il va commencer par les scénarios les plus prédictibles, pour lesquels il y a déjà des mesures de remédiation. Et certainement, quand cet attaquant va commencer à chercher des failles, il va faire face à des événements d'access denied, des 403. Et donc, si en fait on pouvait journaliser ces événements-là et les exploiter sur un SIEM, on va pouvoir détecter les cas de figure où un attaquant cherche à exploiter des failles de logique métier. Et dans ce cas, on va être capable en fait de prendre des mesures de remédiation contre cet utilisateur avant qu'il puisse identifier une fonctionnalité qui n'a pas été couverte par la protection. Et D'accord. donc, en fait, le principe, c'est simple, c'est que du moment où on a
quelques mesures de protection. On doit exploiter ces mesures de protection pour détecter l'attaquant lui-même et l'empêcher en fait de poursuivre son chemin d'attaque. D'accord, donc c'est en quelque sorte, on est en train un peu de changer de paradigme de tout ce qu'on appelle bon, tout ce qui est sécurité de développement. Avant, et je pense dans la majorité des cas, c'est limité, comme tu l'as dit, à de la protection. On doit valider le contrôle d'accès. J'ai voilà, j'ai une mesure en fait de contrôle d'accès basée sur du airbag. Donc, valide les rôles qui sont dans le token pour pouvoir n'autoriser l'accès que aux fonctionnalités ou données nécessaires. Mais là, ce que je comprends, c'est que le travail, on l'augmente pour aussi considérer, même si je bloque, je dois générer la télémétrie. Donc, le fait que je traite la use case ou la evil stories n'empêche pas que je dois aussi alerter. C'est comme le cas, par exemple, de ce qu'on a, par exemple, au niveau de la partie système ou la partie infra. Même si j'ai du Kerberos un peu durci en termes de, voilà, de mot de passe des comptes de service, bah, aussi, j'essaye de détecter. Je détecte Exactement. la tentative d'exploitation et non pas l'exploitation. D'accord. D'accord. C'est très intéressant. Maintenant, en fait, je reviens surtout sur cette question de remédiation. Et là, j'imagine, en fait, l'identification, elle sera faite par le SOC. Comment tu imagines un peu le travail, en fait, d'alerting, surtout des équipes, surtout qu'il s'agit en fait d'environnements applicatifs exposés à des utilisateurs généralement. Donc, il ne s'agit pas, par exemple, d'une alerte portant sur un compte interne, un compte collaborateur, mais ça porte sur un environnement de production. Donc, comment tu imagines un peu la réactivité et le temps de traitement de ces alertes? En fait, il y a certains aspects en fait qui vont au-delà de la dimension technique et sécurité. Pour la remédiation, il y a d'autres parties prenantes qui doivent être impliquées dans le process de remédiation. Il faut même impliquer l'équipe relation client pour choisir en fait des cas de remédiation qui sont concrets pour ces cas. Mais le plus important, c'est que généralement, comme bonne pratique en fait dans la détection, c'est de penser et de se mettre d'accord sur les mesures de remédiation pendant le moment de la conception en fait des mesures de détection. Et donc, dans la conception des mesures de détection, il faut penser aux mesures de remédiation. Je ne parle pas de la remédiation d'un point de vue technique, car d'un point de vue technique, il y a pas grand-chose à faire pour bloquer, pour empêcher une attaque. On peut désactiver son compte, supprimer son compte, bloquer son adresse IP, révoquer ses opérations, désactiver sa session. Ça, c'est le côté technique de la remédiation. Sauf qu'il ne faut pas se limiter en fait à cet aspect technique, il faut impliquer d'autres parties prenantes. Et là, ça dépend du contexte de chaque application. Par exemple, pour une application bancaire, donc là, il faut impliquer le département qui est chargé de la relation client euh, car là, on est en face d'un cas de fraude. Ouais, d'accord. Et du coup, là, évidemment, on ne peut pas parler d'un travail de ce type-là sans aussi parler de playbook, que ce soit pour l'investigation, mais aussi de playbook de réponse. On aurait éventuellement, dans le dossier, sécurité de l'application, un playbook, dédié pour la réponse, suite à des événements de sécurité. C'est bien ça? Effectivement, d'ailleurs, c'est dans les bonnes pratiques d'injury detection, c'est de penser à la remédiation et à la manière avec laquelle ces alertes seront traitées pendant le moment de la conception des mesures de détection. Et d'ailleurs, on a parlé de ça en détail dans le webinaire qui précède. Oui, effectivement, effectivement. Avant de passer à je t'ai dit en fait que j'avais toujours des questions pour la mise en place et surtout pour permettre aux personnes qui nous écoutent en fait d'avoir une idée claire en fait de la complexité du projet. Disons que voilà, on est une organisation, voilà, qui a une présence, applicative très, très importante, surtout, des applicatifs exposés, des API et cetera et qui souhaite débuter ou initier la réflexion, sur la question de la détection applicative. Heu, est-ce que pour toi, il y a une approche progressive, pragmatique, qui pourrait, voilà, permettre
d'introduire cette culture parce que finalement, si j'ai des équipes de développement qui ne sont pas initiées sur cette question de journalisation, de génération de télémétrie, il faut les embarquer, il faut les suivre. Quel est pour toi en fait disons le process pragmatique, le plus pragmatique possible, qui pourrait permettre à une organisation d'initier en fait ce travail sur la télémétrie applicative? En fait, pour une organisation, prenons l'exemple d'une organisation qui a plusieurs applications web, bah, elle peut choisir, de commencer par un POC, de choisir une application, qui, sera adressée par cette approche et ensuite généraliser l'approche. Et par rapport à l'application elle-même, on peut déjà commencer par vérifier si elle génère déjà des événements qui, qui sont, qui peuvent en fait, nous permettre de détecter des cas d'abus de logique faille métier et bah, si c'est pas le cas, il faut voir la possibilité de travailler avec les développeurs pour, comme j'ai dit, il faut pas inventer d'autres mesures de contrôle d'accès. Il faut juste en fait, améliorer ces mesures de contrôle d'accès pour journaliser les cas d'abus de contrôle d'accès. D'accord, Et donc donc là, si on a même si on on va a pas juste partir de 3 ou rien. 4, oui, exactement, même si on a juste 3 ou 4 mesures de contrôle d'accès, on peut les exploiter pour détecter des cas d'exploitation, des tentatives d'exploitation malveillantes. D'ailleurs, il y a même en fait l'approche, une approche que je considère très efficace dans la détection, c'est l'approche de déception. Donc il y a même en fait des gens qui choisissent en fait de mettre en place des, euh, des services, des serveurs qui ont l'apparence d'être vulnérables pour attirer les attaquants et ça crée en fait une opportunité de détection sans faux positif pour l'équipe SOC. D'accord, donc c'est une sorte de honeypot Ouais, c'est une sorte de honeypot. applicatif. Ouais, Ouais. d'accord. Mais là, l'idée, c'est que ces mesures de protection, les mesures de protection qui existent déjà, en fait, peuvent jouer ce rôle. Donc, pas la peine d'aller Hmm. Bien sûr, ajouter des honeypots sur le code, hein. et surtout, c'est un peu challengeant en production d'accepter de rajouter surtout des briques de code Ah, qui ça va pas potentiellement passer. pourraient être, ça va pas passer, exactement, c'est la réalité. Maintenant, en fait, qu'en est-il en fait? Qu'est-ce qu'il faut aussi prévoir en matière de stockage? Parce que finalement, malheureusement, qu'on le veut ou pas, bah, en fait, au niveau des SIEM actuels, on en a discuté la dernière fois, l'approche EPS, volume versus scénario de détection. Les logs applicatifs, c'est très, très verbeux, hein. Qu'est-ce qu'on peut, disons, prévoir de point de vue dimensionnement, de point de vue, disons, travail sur le dimensionnement pour alléger un petit peu le volume, surtout qui sera généré? Surtout En pour fait, des applications qui sont consommées, je sais pas, par des milliers d'utilisateurs par jour. déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas journaliser toutes les opérations. Là, on va journaliser, en fait, que les opérations de tentative d'abus et qui sont pas censées être nombreux. Sauf si on est toujours exposé à des tentatives d'abus, ça c'est autre chose. Après, ça dépend déjà si cette organisation en fait dispose déjà de mécanismes de journalisation, est-ce qu'elle a déjà un SIEM ou pas, donc là c'est des choses qu'il faut traiter du cas par cas. Mais par rapport à ce cas d'usage en fait, là on parle de la journalisation que des événements de tentatives d'abus de fonctionnalités de contrôle d'accès et qu'on C'est va très important. supposer en fait inhabituel. Car C'est de très, très nature, l'attaque, c'est un événement inhabituel. oui. En fait, je pense que c'est un point très, très important pour qu'on puisse souligner, qu'on parle bien de la journalisation d'un cas d'abus et non pas, en fait, prendre le terme journalisation et dire: «OK, pour chaque appel, chaque endpoint, je vais générer un tas de logs et je vais l'envoyer au SIEM et c'est à l'ingénieur détection d'élaborer ses règles, dans son coin». Donc c'est bien un travail Oui, bien qu'il y a de toujours un intérêt modélisation. de tout journaliser, mais à quel prix? Ben, on D'accord, bah, je pense, ça nous intéresse aussi de savoir, comment. Donc est-ce que tu peux nous dire, tout ça, en fait, tous ces éléments,
Est-ce qu'il y a en fait, des éléments techniques à considérer là-dessus? En fait, il y a certains standards pour la génération d'événements qui sont facilement exploitables au niveau du SIEM. Il y a le standard ECS de Elastic, Elastic Common Schema, donc qui indique en fait comment générer des logs normalisés standards qui peuvent être facilement exploités sur des technologies SIEM et notamment sur leur SIEM, sur le SIEM élastique. Et donc c'est un standard open source bah, qui peut être utilisé par les développeurs et Elastic quand même en fait développé des librairies en fait déjà prêtes à utiliser pour créer des événements dans le format ECS. Donc c'est un format qui est facilement exploitable au niveau du SIEM c'est un format qui est déjà parsé, normalisé, enrichi, donc qui facilite en fait le travail pour les équipes d'ingénierie de détection pour transformer ces logs-là en véritable source d'alerte. D'accord. J'imagine en fait il y a des SDK de disponibles en fait, Effectivement, ouais, ils ont exactement, ce sont des SDK disponibles qui sont faciles à utiliser pour générer des événements normalisés au standard ECS. d'accord, c'est une bonne nouvelle pour les développeurs. Donc là, on n'est pas en fait sur une approche, de développement from scratch. Donc il y a bien en fait des Effectivement. SDK qui sont disponibles, pour intégration. OK, intéressant. Bah, je pense, S'il y a des déjà questions, ouais et également, c'est ce que je voulais dire. S'il y a des questions, n'hésitez pas en fait à les poser au fur et à mesure. Sinon, je pense on peut continuer. pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas assez de questions. Il n'y en a pas déjà. Ouais, bah, en tout cas, on laissera après. De toute façon, pour précision, en fait, le webinaire, en fait, il sera rediffusé. Donc, il y aura un enregistrement et bien sûr, on peut ultérieurement répondre aux questions si besoin. Effectivement. D'accord. Tarek, en fait, juste une question, en fait, qui me vient à l'esprit. Actuellement, en fait, qu'en est-il de ce qu'on observe actuellement, surtout dans le contexte marocain? Et est-ce qu'on observe en fait des projets en fait, qui portent un intérêt pour le volet détection applicative? De manière bien sûr anonymisée, est-ce que vous pouvez nous donner une vision sur la maturité actuellement qu'on a, sur les SOC en fait que vous voyez? Est-ce qu'il y a en fait des projets qui essaient d'initier ces thématiques? Quels sont les challenges généralement rencontrés? Pour qu'on puisse aussi donner, voilà, aux personnes qui sont avec nous, aussi une visibilité sur l'état des lieux, surtout pour ce type de projet. En fait, déjà, dans, dans l'état classique de la manière avec laquelle le sujet SOC est adressé, donc là on utilise le SOC pour adresser la détection des menaces internes et sur les composants les composants infra.
pas sur les composants applicatifs. Sauf que là, en fait, avec aussi le contexte des événements récents, en fait, les gens commencent à s'intéresser de plus en plus à l'aspect détection sur le périmètre applicatif. Après, la plus grande complexité, en fait, d'implémenter ces mesures de détection réside dans la difficulté de réunir plusieurs équipes pour travailler sur le sujet. Car, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une approche en fait qui nécessite l'implication des équipes métiers, vu leur connaissance du contexte, des équipes de dev qui sont toujours submergées avec leur sprint, ainsi que les équipes de sécurité. Et donc là, en fait, la complexité n'est pas ne se trouve pas en fait sur le volet technique, car comme on vient de le préciser, techniquement, c'est quelque chose qui est facilement faisable, mais ça réside en fait dans la difficulté de faire réunir ces trois équipes-là. D'accord. Donc il faut Ok. une grande volonté en fait au niveau de l'organisation pour porter ce sujet-là. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir une usine de développement interne, aussi également des développeurs internes, peut faire, peut être considéré comme un plus pour, que dans l'autre cas où l'entreprise, il sous-traite intégralement ses développements, il agit avec une approche projet, c'est-à-dire on a un besoin applicatif, on le sous-traite, voilà, on développe l'application et on livre et c'est tout. Est-ce que pour toi, en Oui. fait, ça a un impact? Oui, tout à fait, car quand tu as des développeurs en interne, c'est plus facile de les impliquer dans ces projets, contrairement au cas où la partie dev est sous-traitée chez un autre prestataire. OK, très bien. OK, bah, je pense, on a fait un peu le tour. En fait, l'objectif, en fait, de ce webinaire, c'est bien sûr, c'est juste introduire ou initier la réflexion sur ce sujet. Heu, Comme j'ai dit au tout début de la présentation, il s'agit d'un sujet qui a son importance. L'idée, en fait, c'est de pouvoir, adapter nos capacités de détection à l'état de menace et l'état de menace actuel exige une, forte importance sur la couche applicative. Ça, c'est une réalité. Donc, à travers les différents incidents qu'on connaît, les attaquants aussi, ils ont une compréhension claire du modèle de menace qui marche, que ce soit sur les activités qu'on observe avec le focus sur la partie identité. Peut-être c'est un sujet, Tarek, qui peut avoir une importance, donc avoir un focus sur le volet détection des événements portant sur la couche identité, mais aussi sur la couche applicative. Je trouve en fait que c'est un sujet très très important qui doit être considéré et que aussi dans une vision stratégique d'amélioration du SOC, l'un des axes qui pourrait être considéré, c'est notamment le stratégie de détection applicative. Et d'ailleurs, Effectivement, je pense un SOC, il n'est pas là juste pour stagner, il est là aussi pour évoluer par rapport à l'état de menace. effectivement. La plupart des SOC sont taxés que sur la partie identité, sur la partie interne, mais dans une vision d'évolution, en fait, ils doivent s'intéresser également aux risques, qui portent sur la surface, sur la partie applicative. En l'occurrence, Tarek, dans ce sens, est-ce que, je pense la dernière fois, tu nous as parlé de certains projets menés en fait notamment sur la plateforme Vinci, Vinci Logique. Est-ce qu'il y a en fait une portée ou un espace qui peut être amélioré par cette vision IA en fait de la détection? Est-ce que pour toi, ça a sa place? Est-ce que ça peut être considéré? Je ne dis pas en fait que ça doit être considéré dès le début, mais est-ce qu'on peut miser en fait aussi sur ce volet-là pour améliorer nos capacités de détection applicative sur le volet IA? Avec de l'IA. En fait, généralement, actuellement, comment l'IA est vue, considérée
au niveau des SOC. D'ailleurs, ça fait partie en fait des sujets les plus de tendance actuelle. C'est soit comme un assistant aux équipes d'ingénierie de détection pour générer des règles de détection, pour parser des logs, pour créer des playbooks de remédiation. Donc il y a ce cas de figure dans lequel en fait l'IA est considéré comme un assistant pour les équipes de détection. Il y a un deuxième cas de figure où on cherche à déléguer à l'IA la charge de traitement et de remédiation des incidents. Donc, dans ce cas, on essaie en quelque sorte de remplacer le travail d'analyste N1. Donc, on va pouvoir déléguer à l'IA la charge de, de faire le triage des alertes, identifier les faux positifs récurrents et traiter en fait traiter les alertes soi-disant classiques pour laisser les équipes de sécurité se concentrer sur le traitement des alertes qui nécessitent réellement une compréhension humaine sur des cas de figure qui sortent des cas classiques. D'accord. Ok. Donc là, je vois que, voilà, comme tu l'as précisément expliqué, c'est que l'IA, c'est un sujet de tendance. Un peu le champ, en fait, il y a différents avis concernant l'apport réel de l'IA en matière de capacité de détection, c'est assez clair. Maintenant, aussi, je pense qu'on a encore quelques minutes, juste pour pointer un point très important, c'est concernant, oui, tout ce qu'on est en train de raconter ici, c'est très intéressant, mais qu'en est-il pour les applications legacy, où j'ai une application monolithique que personne n'ose toucher et que je viens greffer des API pour consommer au format CFT ou format SOP et exposer à l'utilisateur. Est-ce que pour toi, ça peut avoir un intérêt de, de faire cette instrumentalisation au niveau de l'API ou c'est quasiment impossible? On va dire tout simplement, c'est un legacy, on ne touche pas. Et donc, pour toi, comment tu visualises ça? Ben, en fait, ça dépend si on peut toucher ou pas. Bah, en fait, si on peut toucher, toucher au code, on peut faire en sorte à ce que l'application génère des événements. Sinon, il n'y a pas grand-chose Mhm. il Il y y a, a pas grand-chose à faire, ouais, hein. je pense que je peux contextualiser ma question, c'est surtout pour les applications un peu obsolètes qui sont exposées, soit à des applications, soit à d'autres API, soit à l'utilisateur final, via une couche API. Donc, ma question, est-ce que c'est possible de transposer la logique, ce qu'on est en train de discuter ici, de l'application monolithique elle-même vers l'API? Donc, c'est l'API un peu moderne qui se chargera en fait de ce volet instrumentalisation. Maintenant, j'ai compris la question. En fait, oui, car peu importe cette API, si elle fait un processing ou pas, en fait, certainement c'est elle qui assure la relation entre l'utilisateur et le serveur back-end. Donc oui, effectivement, on peut avoir des mécanismes de détection en fait au niveau de l'application. Donc ça va être comme un firewall, comme un WAF pour l'application métier. D'accord, donc ça serait le composant sur lequel on peut remédier. Il y a une question, Euh, je pense, sachant que les attaquants améliorent et changent souvent la manière d'attaque, ma question, c'est comment peut-on réagir? En fait, bien que les attaquants changent constamment leur méthode d'attaque, ils innovent dans ce sens, sauf que leur méthode en fait reste quand même limitée par ce qui est possible sur l'application. Et donc, ils peuvent pas en fait innover quelque chose qui n'est pas déjà possible sur les applications. Et donc, du moment où on a cerné tous les cas de figure possibles au niveau de l'application elle-même,
là, en fait, on sera pas très impacté par l'innovation de l'attaquant. L'attaquant lui-même n'aura pas une grande marge d'innovation pour attaquer en fait les applications legacy. Par contre, là où il y a le problème, c'est quand l'application elle-même évolue, comme c'est le cas pour les applications cloud. Et même là, actuellement, on parle des failles, des attaques qui ciblent les systèmes de l'IA eux-mêmes. Il y a actuellement plusieurs attaques soit sur des serveurs MCP, soit des attaques de type prompt engineering. Et donc là, en fait, c'est la cible qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, ce qui offre en fait une grande possibilité pour les attaquants pour trouver en fait d'autres vecteurs d'attaque qui sont pas encore très connus, contrairement aux vecteurs d'attaque classiques qu'on a l'habitude de voir. Cela fait maintenant 20 ans. D'accord, merci Tarek. J'espère que la réponse est claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou Tarek, est-ce qu'il y a d'autres voilà, consignes, conseils éventuellement que tu peux recommander dans ce sens? En fait, l'idéal, c'est de considérer cet aspect en fait dès les premiers jours de conception et de développement de l'application. Et donc, dès l'idée, il faut considérer cet aspect au moment de l'implémentation des mesures de contrôle d'accès. Il faut penser à aller au-delà de la protection, mais de détecter en fait l'attaquant lui-même pour l'empêcher d'exploiter d'autres failles. Car on D'accord, suppose toujours qu'on n'est pas capable de cerner tous les cas de menaces possibles, toutes les vulnérabilités potentielles qui peuvent se présenter sur notre application web, surtout quand on parle d'une application web qui est très complexe et qui comporte plusieurs fonctionnalités de métier. très bien. Message compris. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, comme je vous ai dit, l'enregistrement du webinaire, il sera publié et bien sûr, on serait en mesure de même répondre à vos questions en offline. Effectivement. Parfait. Ok, sur ce, je vous dis merci pour merci pour votre présence. Merci Tarek également pour les explications, c'est très très clair. Merci à Et toi. j'espère qu'on pourrait aborder d'autres sujets de détection dans le futur. À très Effectivement. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.